aura un peu plus de productivité. Donc le matériel, donc des fardeleuses un petit peu plus automatique que ce qu'on peut avoir. On va passer, donc, j'allais dire en 2017, vous êtes toujours pas de GMAO, là on travaille encore sur Excel, et on se rend compte que plus on déroule notre organisation, et plus on a besoin de l'informatique. Donc des logiciels comme la GMAO ou des logiciels de planification sont très importants pour notre métier. Merci. Voilà. Merci. Hein? Vous avez des questions là, sur le sujet? Je ne sais pas s'il ne faut pas utiliser le micro parce qu'on n'entend pas. Des questions? J'en aurais une. C'est très intéressant ce que vous avez dit parce que c'est un petit peu le vécu que j'ai eu pendant toutes les années où j'ai travaillé. Je travaille encore, mais c'est un petit peu ce vécu-là. En revanche, le point faible un petit peu dans ce type de démarche, qui n'est pas forcément dû à de la mauvaise volonté, c'est bien souvent la base de communication. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir communiquer à nos patrons, qu'est-ce qu'on va pouvoir communiquer à nos gars sur le terrain, à nos techniciens, à nos agents de maîtrise. Et c'est en ce sens où moi j'ai toujours eu des difficultés, aussi bien envers nos patrons que nos gars, pour bien communiquer. Donc moi je serais intéressé d'aborder un petit peu ce sujet, la communication active, comment ça se passe chez Oval Performance. Parce que c'est un peu comme ça que moi je perçois la problématique. Ouais, c'est un vrai sujet. Si tu me permets, Rémi, tu vas répondre. Un point de réponse. J'ai fait un choix, peut-être pas le bon, en tout cas c'est payant aujourd'hui, c'est le management participatif. Et chaque organisation, chaque AIC a été forcément une réunion avec les opérateurs. C'est eux, de quoi ils ont besoin pour trouver l'intérêt dans leur travail. La question elle a été simple. Alors on leur a donné un canevas, je vais se laisser, mais de quoi vous avez besoin pour connaître votre performance. Alors au début, c'est là où le rythme, la vitesse peut être discutable. J'ai fait le choix de construire dans le long terme et aujourd'hui ça paye. Donc j'en suis à la 3e version de mes AIC. J'ai des collaborateurs, comme certainement beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément un niveau intellect très, très important, mais même ces personnes-là prennent du plaisir à participer aux AIC. Donc c'est quelque part ma fierté, puisque aujourd'hui j'ai 0,1% de personnes qui sont dans... Voilà. Mais tous les autres sont moteurs. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des chiffres qui parlent à nos opérateurs et à ma direction générale. C'est ça qui est important. Quand vous parlez de productivité aujourd'hui, ça parle à mon directeur général et ça parle aussi à mon laveur de cube. Ah, ce que je veux dire, la vraie communication, c'est de construire le système de pilotage. Si on construit un système de pilotage que local, ça ne marche pas. Quand on va construire un système de pilotage, nous, quand on est une entreprise, on le construit d'en haut jusqu'en bas. Et on va construire les bons indicateurs et qui vont parler à tous les niveaux. Et il y aura une liaison dans la communication, tout le monde va comprendre. Et on va même jusqu'aujourd'hui, donc là on parle de l'opérationnel, mais après il y a un autre facteur, c'est le financier. Quand on parle de l'opérationnel, là le financier après, et moi je trouve pas. C'est aussi faire ce lien-là. Et donc le système de pilotage qu'on doit construire, il est dans l'opérationnel et faire lien avec le financier à tous les niveaux. Ce qui intéresse de regarder un niveau de direction n'est pas ce qu'on va regarder au niveau de l'opérateur. Mais il y a un lien. Voilà. Et c'est ce lien-là qu'il faut faire. Je contribue à ça et je contribue à celui-là. Et moi, ah ouais, mais c'est bien ce que je vois. Et si je vais dans l'atelier, que je vais là-bas, ah ben je comprends ce que j'ai vu. C'est ça, c'est faire la compréhension sur ce système de pilotage. Donc ça remet deux choses. Ça remet aussi tous les rôles et responsabilités au bon niveau. Combien de fois on voit des patrons de site ou des directeurs de poste ou des chefs d'équipe qui ne sont pas à leur boulot. Ils ne font pas leur job. C'est remonter les gens dans leurs fonctions et redéfinir aussi les rôles et responsabilités. Donc ça implique le système de pilotage, ce n'est pas que des indicateurs et des rencontres. C'est on repositionne tout le monde au bon endroit. C'est ça l'importance. Et ça se fait mécaniquement. Et ça se fait mécaniquement. Mais la base, c'est de construire ça. Je réponds à ta question? Oui. Tu réponds à ma question, effectivement, mais
voilà, c'est quand même, je dirais, C'est le plus difficile. Voilà, C'est l'outil c'est le plus difficile à mettre en œuvre. parce que moi, des démarches, et puis aussi réunions, Ah ouais, je sais. j'en suis hyper convaincu et je fais quasi que ça, puisque moi je suis un responsable de prod qui manage ces hommes avec le lean management. Je ne sais pas faire autrement. En revanche, à chaque fois qu'on a été dans ces démarches-là, j'ai toujours eu un certain nombre de difficultés à expliquer qu'il fallait continuer dans les démarches vis-à-vis de mes patrons, et comme on l'a abordé, là aussi des opérateurs, parce qu'à un moment donné, il y en a qui lâchent. Quoi. Et pourtant, ça reste, je dirais, une démarche intéressante à bien des points, parce qu'on a du résultat, etc. Donc il y a beaucoup d'émotions. Néanmoins, il y a un moment où ça s'essouffle d'un côté ou de l'autre. Ouais. Donc nous, responsable de prod, on essaye de rattraper tout ça. Après, C'est lourd. la taille de l'entreprise fait qu'on y arrive plus ou moins. Alors après, c'est sûr qu'il faut avoir des relais. Moi, je suis dans une structure relativement petite, puisque j'ai 54 personnes. J'en suis le moteur, bien évidemment, mais mon service procédé méthode que j'essaye de grossir, de faire grandir, c'est 2-3 personnes. C'est sûr que si demain j'ai un effectif de 100-150 personnes, on sera 4, ce sera un petit peu limite. Donc il faut avoir des relais bien positionnés un petit peu partout. Et bien formé. Et bien formés. Mais là, je vous confie entre les mains de Val Performance. Oui, parce que vraiment, tout il a le système de pilotage, c'est la cale de tous vos progrès. Toutes les entreprises où on est allé, où on a reçu des projets, où on avait ce système-là, c'est une machine de guerre. Vous êtes inattaquable. Une fois que vous avez mis ce système-là, avec les rôles et responsabilités, et culturellement, vous l'avez d'en haut jusqu'en bas, vous êtes dans la version continue, vous êtes dans l'excellence opérationnelle. Ce n'est pas les chantiers, une fois on a fait un chantier Kaizen qu'on a amélioré, on a fait un gap qui suffit. Ça, si vous n'arrivez pas à le maintenir et mettre ce système de pilotage, les entreprises qui sont pérennes, c'est qu'elles ont un système de pilotage et des rôles et responsabilités où tout le monde est positionné et tout le monde sait à quoi il contribue. Y compris la direction. Et y compris la direction. Bien sûr. Et c'est ça la clé des entreprises aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans les entreprises, tout le monde est en curatif. Tout le monde est débordé. Parce qu'on n'est pas synchronisé, parce qu'on n'est pas dans son rôle, parce que chaque personne fait son job. Donc il va falloir qu'à chaque fois, on change énormément de choses là-dessus. Et ça, c'est la clé de voûte. Christian, toi ? Merci pour ces questions. Je vais vous présenter Michel Ferrier qui va faire la deuxième partie, le deuxième témoignage. Michel est un ferrier, un certain nombre d'entre nous connaissent, c'est un des grands entrepreneurs de la région Rhône-Alpes. Il a créé tout un tas de zones industrielles, de bâtiments qui portent son nom. Michel a revendu sa société aussi il y a quelques années, mais pris par le démon de l'entrepreneuriat, il en a recréé une autre, et depuis 4 ans, il continue à agir. Et Michel est le premier, je pense, en France à avoir appliqué les méthodes dont on parle là, qui sont assez connues et assez répandues dans les entreprises industrielles, qui nous viennent, pour ceux qui ne le savent pas, de l'automobile au Japon il y a 30 ans, quand ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils se boostent un peu, sinon ils allaient mourir. Donc ils ont fait ça, ils nous ont pris des parts de marché, ils nous ont taillé des croupières en Europe, aux États-Unis. Donc du coup, on est allé voir en Europe, aux États-Unis, ce qu'ils faisaient au Japon, et on a importé ça en France, et c'est ce qu'on appelle le lean. Michel l'a fait dans le bâtiment. Michel l'a fait pour la conception et la réalisation de bâtiments. On pourrait se dire, entre l'industrie automobile et le bâtiment, il y a 2 mondes différents. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Comment ça peut fonctionner là-bas? Et bien, Michel va expliquer. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, ça veut dire que cette technique-là peut fonctionner partout. Et son témoignage est intéressant de ce point de vue-là. Merci Christian, je suis mal à l'aise là. Non. Je vais quand même vous parler un tout petit peu plus de moi parce que vous définir, ça fait 40 ans que je suis dans le métier et j'ai commencé à faire du clé en main en immobilier d'entreprise, donc des usines, des laboratoires, des salles blanches pour l'informatique et l'électronique. Et ensuite de l'aménagement de terrain pour proposer des terrains à nos clients et enfin de la promotion en immobilier d'entreprise toujours. Tout au long de ma carrière, j'ai dû construire à peu près 3 millions de mètres carrés de locaux d'activité, donc 400 000 mètres carrés de bureaux environ, ce qui a pris beaucoup de terre végétale, au passage. Et j'ai effectivement vendu mon entreprise il y a quelques années, et
pour faire un raccourci sur ma carrière, j'ai recréé récemment, en 2013, une société, une petite structure de promotion, toujours en début d'entreprise et spécialisée plutôt en bureau. Ce que je voudrais préciser, c'est que notre démarche, là, vous voyez, on a lancé donc en 2014 une démarche BIM et une démarche Lean simultanément. C'est bon encore. Et nous l'avons fait en nous appuyant sur une démarche qu'on a depuis très longtemps, qui est une démarche partenariale avec nos bureaux d'études et nos entreprises. On chiffre nous-mêmes le coût de nos bâtiments et après nous travaillons avec, on travaille toujours avec les mêmes bureaux d'études depuis des années et des années. Certains sont même d'anciens salariés de mon entreprise et on chiffre nos bâtiments, enfin le coût de nos bâtiments, et ensuite on rentre en discussion, dialogue avec nos partenaires, Gros Œuvres par exemple, on lui propose un prix et on essaye de travailler avec lui pour rentrer dans notre prix. On sait qu'en consultant, on pourrait traiter quelquefois 5%, 10% moins cher. Mais nous, on a l'obligation de livrer un bâtiment en temps, en heure et qui fonctionne. Et donc, ça facilite beaucoup ce que nous avons commencé à développer, c'est-à-dire la démarche Lean Construction et le BIM. Donc en 2014, on a lancé cette démarche parce que j'en avais assez de payer les malfaçons que les entreprises font chez nos concurrents et qu'on essaye d'éviter de leur faire chez nous. Mais leurs prix sont toujours les mêmes, quel que soit leur client. Donc une des idées, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, les gains de productivité qu'on leur permet d'avoir sur nos opérations soient répercutés dans nos prix, tout en leur permettant de mieux gagner leur vie. Et puis, un des objectifs qu'on s'est fixé, c'est de livrer des bâtiments sans réserve. Alors, un aparté sur le BIM, ce n'est pas la soirée du BIM, c'est la soirée du Lean. Mais le BIM, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je vois que Christian avait besoin de... Bon, très simplement, en fait, c'est que vous dessinez, vous faites, enfin, la conception est comprise, montée avec tous les participants maîtrise d'œuvre ensemble et en temps réel. C'est-à-dire chacun amène sa pierre à l'édifice. On n'est pas en train de travailler avec des couches qui se croisent difficilement. Chacun voit instantanément ce qu'a fait l'autre et voit monter la construction virtuelle du bâtiment, une maquette numérique. Une fois qu'elle est terminée, elle vous donne une image parfaite du bâtiment si vous poussez le détail suffisamment. Donc ça évite et ça contribue au Lean dans la mesure où toutes les ruptures qu'il peut y avoir ou tous les conflits qu'il peut y avoir entre des tuyauteries et une poutre ou une poutre qui ne tombe pas sur un poteau, etc., ou les niveaux qui ne sont pas bons, vous le voyez instantanément sur la maquette numérique, ce qui vous évite sur le chantier déjà. Un des autres objectifs que nous nous sommes donnés sur les chantiers, c'est 0 marteau-piqueur. Pas un bruit de marteau-piqueur sur le champ. Et le BIM apprend aux gens à travailler en intelligence collective, puisque spontanément, ils sont rassemblés, les dessinateurs des différents bureaux d'études sont rassemblés une fois par semaine chez nous, maintenant à leur ordinateur, pour échanger et faire évoluer la maquette. Mettre en place le BIM et le Lean sont deux méthodes qui sont très intéressantes, mais qui changent complètement les méthodes de travail habituelles du bâtiment. Donc, comment fait-on pour la mettre en place? Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'oublier nos habitudes, de changer d'habitude, avec beaucoup de formations. Aujourd'hui, on a un consultant qui n'est pas ovale, bon, c'est pas ovale à ce moment-là, qui nous suit depuis maintenant 3 ans bientôt, et qui va nous suivre encore pendant au moins 1 an sur le démarrage d'un premier chantier, et pour qu'on finisse d'apprendre l'utilisation du Lean sur le chantier et que ça devienne, je dirais, automatique.
Et effectivement, comme vous, nous mettons l'accent sur l'humain parce que nous considérons que la pyramide descendante, où c'est le patron ou l'ingénieur qui dit tu fais ça et comme ça, moi j'ai connu un architecte dans ma prime jeunesse qui était capable de faire un bâtiment tout seul pratiquement, de concevoir tout seul sans problème. Or aujourd'hui, on a 15 ingénieurs de métiers différents, vous êtes tous un peu du bâtiment je crois, je ne sais pas vous étonner en disant ça, qui concourent à construire un bâtiment. Voilà. Donc on a besoin de faire travailler tous ces gens-là collectivement, en intelligence collective. D'accord. Un petit exemple d'une action qu'on a faite en s'appuyant sur Lean, c'est les réunions internes. Dans les phases de conception et éventuellement de réalisation, en tous les cas en phase conception, nous passons à peu près 50% de notre temps en réunion. Donc un de nos objectifs majeurs, ça a été de dire qu'il faut que nous gagnions 30% du temps des réunions. Si on calcule le prix horaire, vous le voyez derrière, c'est vite fait d'économiser du temps. Et comme aujourd'hui nous sommes 7, hein, si on économise 50% de notre temps, je ne vous raconte pas ce que ça fait comme possibilité de faire un travail plus approfondi par ailleurs. Donc on est assez dictateur sur ce domaine-là dans les réunions qu'on organise en interne et avec nos bureaux d'études. Par exemple, le téléphone est interdit, on le met dans une poubelle à l'entrée de la salle de réunion et on le reprend à la sortie. Et il y a un certain nombre de règles, un ordre du jour ou sinon il n'y a pas de réunion, des rôles à distribuer, il y a un animateur, un gestionnaire du temps, enfin les choses classiques en gestion du temps. Pause de 5 minutes toutes les 45 minutes, ça c'est peut-être un sujet qui étonne souvent, on a un peu de mal à le mettre en place, mais partant du principe que le cerveau ne peut pas se concentrer plus de 45 minutes, on considère que s'arrêter 5 à 10 minutes toutes les 45 minutes, ça permet au cerveau de retasser un petit peu les choses, de repartir neuf pour la suite de la réunion. Avec quelques règles que vous trouvez sur Internet si vous voulez pour mener une réunion efficace. Et puis, tout ce qui progresse doit se mesurer et donc chaque réunion, nous avons une petite grille d'évaluation de la réunion qui nous permet de savoir si nous avons un score suffisant et en tous les cas qui s'améliore de réunion en réunion. Alors, quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés pour notre démarche Lean? Alors, dans le Lean, on dit qu'il faut faire ce qu'attend le client, rien qu'à ce qu'attend le client, tout ce qu'attend le client. Donc, nous nous acharnons à effectivement remplir cet objectif. Bien sûr, on essaye de le réaliser au prix convenu, parce que nous nous engageons sur un prix, et pour votre question, on n'est pas en, j'allais dire, de commande publique, on n'est pas en marché public, et nos prix ne bougent pas du début à la fin des opérations. Ce qu'on s'est fixé, et que je pense qu'on va atteindre sans difficulté, en particulier auprès des entreprises, c'est de leur faire gagner 10% du temps de leurs compagnons passés sur le chantier. Et, si possible, de leur faire gagner 10% de productivité globale, ce qui nous permettra d'avoir des prix inférieurs à 10%, tout en leur permettant de gagner 5% de plus. C'est-à-dire qu'à la sortie, dans les 2 ans qui viennent, nous pensons sans problème avoir gagné 15% de productivité sur tous les chantiers que nous conduisons. Je l'ai dit, ne plus payer dans nos prix les malfaçons faites sur les autres chantiers. Et aussi, et je pense que c'est un des éléments primordiaux aussi, améliorer la qualité de vie au travail des salariés. On y reviendra tout à l'heure. On travaille aussi beaucoup en intelligence collective, passer de la dispersion au travail d'équipe. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et la lumière jaillit plus vite avec beaucoup de lampes qu'avec une seule. Ensuite, si on continue sur les objectifs, on essaye de moins stresser. Donc d'avoir un rythme soutenu quand même, mais bien organisé, qui permet aux gens de savoir où ils en sont, où ils vont, dans un cadre qu'ils définissent souvent en participation,
avec leur supérieur IVIA, etc. Donc les réunions, j'ai dit, anticipation, animation progressive des dysfonctionnements au stade des études, ça c'est principalement le BIM aussi qui nous le permet. Le chantier que je vous parlais tout à l'heure, que nous avions prévu de faire en 16 mois, on a décidé de le réaliser qu'en 14 mois et demi. Donc ça suppose que déjà là, le maçon va aller un peu plus vite, sans mettre plus de personnel, mais du coup, il aura moins de location de grue, moins de location d'engin, moins de location de bétonnière, et des temps, forcément globalement, un temps inférieur pour ses collaborateurs. Et pour tous les lots, ça devrait être pareil. Alors, une chose qui pollue aussi la performance sont les gaspillages. Donc, dans le bâtiment, faire et défaire, moi je dis, c'est un maçon qui m'avait, un maçon artisan qui disait, faire et défaire, c'est toujours travailler. Et dans le bâtiment, on travaille beaucoup à défaire et à refaire. Je vous laisse lire les sources de gaspillage en réfléchissant bien sûr à tout ce qui environne le chantier pour arriver à... Nous disons aussi qu'on peut gagner 30%, alors c'est un chiffre bizarrement qu'on trouve dans l'industrie aussi, c'est un hasard, mais l'objectif pour l'instant caché vis-à-vis des entreprises avec qui nous travaillons, parce que quand je leur annonce 15%, ils ne croient déjà pas, mais c'est effectivement d'arriver à, dans les années qui viennent, à améliorer de 30% la productivité. Si on regarde les courbes de l'industrie et des 30 dernières années, les courbes de progression de l'industrie, des services et du bâtiment comparé, la courbe de l'industrie monte de façon exponentielle, les services un peu moins, et le bâtiment c'est pratiquement flat depuis 30 ans. Et il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à l'améliorer. Il y a une 9e source de gaspillage, c'est la débrouille. Alors, quelques photos qui méritent en besoin de commentaires, je pense. C'est des photos du réel, hein, prises sur chantier. Là, les deux parties vertes sont des poteaux qui tiennent la structure. Et l'ouvrier a été très consciencieux, si vous voyez la coupe, il a pris soin de la limer, enlever les bavures pour refaire un travail. Il était content de son travail. Très certainement, et à juste titre, ça continue de passer par le moment. Le 5S, mais je pense que c'est un des points aussi importants du Lean. Ça, on essaye de me faire voir. Nettoyer, organiser. Là, vous avez la photo d'un plateau d'un étage courant d'un immeuble, on va dire, hein, avec des zones de stockage pour ranger, prédéterminées, dessinées au sol, où tout un chacun va venir ranger son propre matériel et savoir que c'est là qu'il le trouve et pas ailleurs, avec des zones de déblais à évacuer, le chantier étant nettoyé pratiquement journalièrement. Travailler sur l'humain, je l'ai dit, sur les chantiers, nous sommes en train de construire des chariots de ce type-là, afin de prévoir un certain nombre d'outils permettant de diminuer très fortement la pénibilité et du coup les accidents sur des chantiers effectivement dont la propreté et l'évacuation des déblais doivent permettre aussi une accidentalité beaucoup moins forte. Là, vous avez une table roulante qui peut se transformer en transporteur de plaques, mais qui aussi permet à l'ouvrier d'avoir son établi de travail exactement où il a besoin de l'utiliser. Anticiper, vous voyez qu'ici, on a mis le plaque-lopate en attente avant de faire les ossatures des cloisons. L'ouvrier a juste à se retourner et prendre la plaque pour la mettre sur le mur, plutôt que d'aller la chercher à 30 mètres
sur un tas de stockage ailleurs. Donc en 2014, nous avons lancé cette démarche et aujourd'hui, 3 ans après, nous avons le premier chantier qui a été imaginé de façon importante avec l'appui de ce consultant qui a démarré le 9 janvier. Sur ce chantier, nous allons avoir un ingénieur travaux à temps plein, plus un assistant ingénieur travaux à peu près 20-30% de son temps, une assistante à 40% de son temps. Et notre consultant, dans la phase d'apprentissage qui continue, va être présent une fois par semaine sur le chantier pour nous aider à mettre en place la planification et le suivi de la planification du chantier. Aujourd'hui sur ce chantier, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pratiquement, enfin 80% ce sont des entreprises dont pour certaines nous travaillons depuis 30 ans. On travaille avec un maquettiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Siolfi, avec qui on travaille depuis 30 ans. On n'a pas posé 1 mètre carré de moquette dans nos bâtiments sans que ce soit lui qui les pose. Et néanmoins, on consulte quand même de temps en temps, il est toujours très compétitif. Donc sur ce chantier-là, on a l'entreprise de gros œuvres, l'entreprise de clim, l'entreprise d'électricité, de façade, qui ont engagé, y compris en interne, une démarche Lean avec, et BIM souvent, avec pour 2 ou 3 d'entre elles, nos consultants. L'entreprise de gros œuvres et l'entreprise Léon Gross, je suppose qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent Léon Gross, c'est une entreprise de 2000 personnes environ, et on a une histoire particulière avec l'entreprise Gross parce qu'on travaille également depuis une quinzaine d'années avec eux. Tous nos gros chantiers, on les fait avec eux. Et on a démarré cette réflexion Lean de façon un petit peu artisanale, on va dire, en 2009, sur un chantier qu'on a réalisé avec eux. Il y a eu quelques résultats à la sortie, en particulier, c'est la première fois qu'on livre, depuis très très longtemps, qu'on livrait un chantier sans réserve. Et à partir de cette date, l'entreprise Gross a mesuré l'intérêt qu'il y avait pour elle à engager la démarche Lean et a commencé à la développer dans son entreprise. Je pense que c'est sans commentaire, je vais en faire un petit, mais je vous laisse lire. Si on considère que sur un chantier, un ouvrier qui marche fait peut-être 2 km à l'heure, 3 km à l'heure, gagner 1,5 km par jour, vous avez vite fait le calcul, ça peut faire 10-15% déjà du temps de l'ouvrier par jour. Depuis 2017, cette année-là, l'entreprise Gross vient d'embaucher 10 ingénieurs, un par région, et qui sont spécialisés sur le Lean et qui vont contribuer à développer le Lean dans l'entreprise avec comme objectif à fin 2018 d'être 100% Lean. Et ça, c'est une chose dont je suis assez fier parce que faire évoluer une entreprise de 2000 personnes, je pense qu'en toute humilité, on a une part de responsabilité dans cette prise de conscience de l'entreprise Gross qui est importante, ils nous le disent eux-mêmes d'ailleurs, et c'est une de mes fiertés d'entraîner